Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le nouveau visage du secteur informel camerounais, le chef de l'État prescrit la modernisation et la migration vers le formel. 90% d'acteurs appelés à sortir du maquis économique. Les clés à voir dans le dossier en tête de ce journal. Un nouveau mandat en ligne de mire pour le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Mais pour quels équilibres sociopolitiques? L'éclairage de l'envoyé spécial Lassière TV à Bangui, c'est dans ce journal, sur ce plateau. Les nouveaux contours également du sommier électoral qui se prépare. La révision annuelle des listes était lancée ce mardi dans le Nord. Enjeu de l'opération dans ce 20h30. Voilà pour les titres. Développement après ce message. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Ouvrant le journal avec l'économie et les perspectives de croissance dessinées par le président de la République dans son discours du 31 décembre au soir. Son Excellence Paul Biya prescrit la restructuration du secteur informel, un secteur qui rassemble près de 90% de la population active selon les dernières statistiques. Et ce soir, le dossier de la rédaction questionne les modalités de cette modernisation du secteur informel camerounais. Il s'agit précisément d'accroître son apport dans la relance de l'économie nationale. Mais comment actionner ce puissant levier pour en faire le socle de la croissance? Oswald Modon répond. Dans la rue, il suffit de lever les yeux pour les voir. Les activités relevant du secteur informel sont partout, tout autour de nous. Entre biens et services, l'offre veut son pesant d'or sur l'économie nationale. Le secteur informel représente à peu près 57% du PIB, du produit intérieur brut du Cameroun. En termes d'emploi, le secteur informel occupe environ 90% de la population active. Malgré ce poids non négligeable, les activités de l'informel se caractérisent par la précarité de leurs emplois et très peu d'encadrement dans le meilleur des cas. Nous voyons bien les couleurs de haut, nous voyons bien les bayam salam, nous voyons bien les motos taximans, nous voyons tous ces gens-là. L'informel, c'est une réalité économique. Et cette réalité économique repose sur la façon dont l'économie a été organisée. Il y a donc urgence d'actionner le levier de l'organisation, ce qui, selon les experts, devrait permettre au Cameroun de tirer le meilleur profit d'une niche fiscale incontestable. S'il y a un manque à gagner, à mon sens, il revient aux autorités fiscales de s'organiser pour pouvoir trouver les moyens permettant de capter les niches fiscales qu'il y a dans l'informel. Même s'il échappe pour beaucoup à la comptabilité nationale, nombreux sont ceux qui voient la nécessité de promouvoir le secteur informel. Un secteur qui, au Cameroun, recèle des génies au vaste potentiel. Cette migration du secteur informel vers le secteur formel est d'ailleurs l'un des axes de la nouvelle stratégie nationale de développement, une migration qui doit s'appuyer notamment sur des incitations fiscales pour les PME-PMI et sur une politique nationale volontariste de mise à niveau des acteurs du secteur informel. Déjà, la loi de finances 2021 propose des solutions de sortie du maquis économique. Cyril Kingembepe. La migration vers le formel se fera pour ces milliers d'entrepreneurs grâce à la compréhension de la place de l'impôt. Le contribuable en général, dans notre environnement économique, a la peur de l'impôt. S'il peut se rendre compte que l'impôt est un levier pour le développement même de son entreprise, il sortira du secteur informel. Puis il y a des incitations qui touchent les entreprises dont le chiffre d'affaires est en deçà de 3 milliards de francs CFA. La baisse du taux de l'impôt sur les sociétés qui passe de 30% à 28%. Le taux de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers était prélevé à partir de 10 millions. L'État a relevé ce seuil à 50
millions. Deux secteurs où règne l'informel reçoivent avec la loi des finances 2021 le plus de facilités fiscales. Désormais, les entreprises de production dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche bénéficient d'avantages. L'exonération de la TVA, les start-up jusqu'à 5 ans sont exonérés de tous les impôts, droits, taxes et redevances, à l'exception des cotisations sociales. Pour la première année de la SND 30, l'informel doit saisir la perche tendue. Et l'une des manifestations palpables de cette économie souterraine est bien la faible bancarisation du Cameroun, un taux estimé à quelques 20%, parce que près de 80% des acteurs du secteur informel n'ont jamais ouvert un compte dans un établissement bancaire. Les raisons seraient essentiellement culturelles. Agnès Solange à Bessolon. Elles pullulent, ces entreprises portées par les entrepreneurs de petites envergures qui évoluent littéralement en dehors du système bancaire. Les gens ignorent les avantages d'avoir un compte en bonne et due forme. Et il y a des gens qui aimeraient avoir leur argent vraiment dans leur poche au quotidien, partout où ils sont. Des entrepreneurs qui n'ont pas toujours la culture du crédit et préfèrent financer leurs opérations à travers des fonds propres émanant des tontines. Vous ne gagnez pas à garder l'argent chez vous. Mais en épargnant aussi, elle peut aussi obtenir des crédits à des taux d'intérêt vraiment bons et ça va lui permettre d'avancer. Or, dans la volonté d'accès au crédit comme alternative de financement des activités économiques, les opportunités sont nombreuses. Lorsque vous épargnez à la maison, vous ne contribuez pas au développement global. Plus les gens vont épargner, par exemple, plus on va faire des barrages, plus le pays va se développer. L'une des solutions réside aussi dans l'éducation et la sensibilisation des populations sur la nécessité d'ouvrir un compte à sa progéniture dès le bas âge. Ça, c'est un système qui permettrait aux enfants, et bien sûr quand ils grandiront, de continuer avec les comptes. Ainsi donc, la stratégie de relance de l'économie par l'offre prendra corps. Prenons donc à présent les nouvelles de la République centrafricaine où la victoire du président sortant Faustin Archange Touadéra se dessine avec 53,9% des suffrages exprimés au terme de cette présidentielle du 27 décembre. Des résultats provisoires publiés par l'Autorité nationale des élections créditent aussi le second Georges Anissé Dologuélé de plus de 21% des voix et ce serait une victoire sans surprise si elle se confirme. Retrouvons Elvis Mbimba, l'envoyé spécial La CRTV à Bangui. Il était sûr de sa victoire. 3 jours après l'élection, il affichait déjà son assurance. On a travaillé. Les Centrafricains ont vu. Nous ne partons pas sur rien. Qui peut mieux faire que nous en ce moment? Parce que nous avons vu, ils ont vu à l'œuvre, à un moment donné, à un moment critique de notre pays, nous avons su relever le pays, ils ont vu ce qui a été fait. Et je pense, et j'ai la conviction qu'ils vont nous accorder donc leur confiance pour les prochaines années. Faustin Archange Touadéra a effectivement relancé la restructuration de l'État centrafricain. L'éducation et la santé ont également bénéficié de sa politique. Il a surtout essayé de faire la paix avec les groupes armés, tout en ayant une vision claire de l'avenir. Quand on a pris le pays, on avait une croissance à peu près de moins 36%. Aujourd'hui, n'eût été la pandémie au coronavirus, on tablait sur une croissance à 5%. Donc, ce sont tous des indicateurs qui montrent que les choses avancent. Faustin Archange Touadéra avait surtout la confiance de l'essentiel de la communauté internationale et de la majorité des Centrafricains qui voulaient aller aux urnes. Elvis Mbimba est revenu tout fraîchement de Bangui au lendemain de cette présidentielle dont les résultats provisoires, on vous le rappelle, donnent le président Faustin Archange Touadéra qu'on vient d'entendre, vainqueur dès le premier tour. Bonsoir Elvis et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Adèle. Bon retour au Cameroun et c'est là une élection dont les Centrafricains se réjouissent certainement, mais qui ramène cependant le spectre de l'insécurité et de l'instabilité. Quelle perspective pour l'avenir de la Centrafrique?
Alors sur le terrain, la situation reste préoccupante, mais nous devons être optimistes sur l'avenir parce que la reconstruction de l'État centrafricain a été lancée au cours du mandat qui vient de s'achever. Des milliers de jeunes gens ont été recrutés dans les domaines de la sécurité, de l'armée, de l'éducation, de la justice pour commencer à renforcer la présence de l'État sur le terrain et faire en sorte que l'État soit plus proche de chaque citoyen centrafricain. Ce retour à l'ordre va nécessiter une plus grande fermeté face aux groupes armés qui ne respectent pas les clauses de l'accord de Khartoum. Il faut savoir que les membres du gouvernement qui étaient des leaders de ces groupes armés commencent à être limogés du gouvernement. Enfin, il y a l'envol économique qui sera déterminant, ce qui correspond au cœur même du projet que le président Touadéra a présenté à son peuple pendant cette dernière campagne électorale. Tout à fait, on vient de l'écouter et pour le Cameroun, grand voisin de ce pays qui est d'ailleurs généralement au cœur de l'attention autant des autorités camerounaises que du président de la République personnellement. Pour le Cameroun, donc, quelles leçons peut-on tirer de cette situation en République centrafricaine, situation post-électorale? Oui, deux leçons. D'abord, se réjouir de ce que le Cameroun avait fait le bon choix, le choix de participer à la recherche d'une solution à la crise en République centrafricaine. Il faut savoir que le contingent militaire camerounais est très actif sur le front ouest en RCA. C'est lui particulièrement qui sécurise ce qu'on appelle en Centrafrique le cordon ombilical de la RCA, c'est-à-dire le corridor Douala-Bangui qui permet à Bangui et à tout l'ensemble de ce pays de recevoir l'essentiel des produits consommés dans ce pays. Le Cameroun est mobilisé aussi dans sa diplomatie qui participe activement à la recherche d'une solution. Le sommet de la CAC le 26 décembre dernier, un jour avant l'élection, a clairement montré que l'Afrique centrale avait pris conscience des enjeux et que les pays de la sous-région étaient prêts à participer un peu plus fortement au plan militaire à la résolution de cette crise. La deuxième leçon pour le Cameroun est économique. Les classements mondiaux font généralement de la République centrafricaine le deuxième pays le plus pauvre du monde. Et il faut savoir ce que ces classements ne disent pas, c'est que la République centrafricaine a le potentiel pour être le pays le plus riche de la sous-région. Et pendant qu'on est en pleine crise, on voit bien que les Asiatiques et les Européens continuent à être sur le terrain et il y a des filières qui sont à un stade embryonnaire qui attirent plusieurs investisseurs. Le Cameroun et les Camerounais doivent prendre leur part dans ce marché, ils doivent continuer à investir en Centrafrique. 15 000 Camerounais étaient partis de la Centrafrique après la crise de 2013. Ils sont revenus et il y a d'autres qui s'installent. C'est à encourager, c'est à soutenir. Merci Elvis pour ces lectures de l'actualité en République centrafricaine que nous allons continuer de suivre avec vous. Nous restons en Afrique centrale et nous allons au Congo-Brazzaville où le nouvel ambassadeur du Cameroun, son Excellence Lazare Mpuelbala, a présenté ses lettres de créance au président Denis Sassou Nguesso. C'était le 29 décembre et c'était au Palais du Peuple où les échanges entre le président Sassou et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun ont permis d'enregistrer le satisfecit du président congolais au sujet de la contribution du Cameroun à tous les projets intégrateurs en cours entre les deux États. Sadou Mamoudou. Comme à pareille circonstance, les usages protocolaires sont déroulés au millimètre près lors de cette cérémonie de présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun au Congo-Brazzaville. Son Excellence Lazare Mpuelbala est reçu par le protocole diplomatique à son arrivée au Palais du Peuple à Brazza. Le président Denis Sassou Nguesso accorde par la suite une audience à son désormais interlocuteur sur place au sujet du Cameroun, la locomotive de la sous-région qui bénéficie des projets intégrateurs sous l'impulsion du président du comité des réformes économiques et financières de la CEMAC, Denis Sassou Nguesso. En provenance de la Guinée équatoriale, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun au Congo, son Excellence Lazare Mpuelbala, remplace à ce poste son Excellence Comidor Djimoulou, muté à Alger.
Ici sur place au Cameroun, c'est parti pour une autre saison de révision des listes électorales. L'opération pour l'année 2021 a été lancée ce mardi même à Garoua, dans la région du Nord, par le directeur général des élections. Et c'était également l'occasion pour Éric Essoussé de poser la première pierre du bâtiment qui va abriter les services d'Elecam dans cette région. Retrouvons à Garoua Claver Pascal Ndanga. Dans les postes mobiles d'inscription sur les listes électorales installées pour la circonstance, à l'esplanade de l'hôtel des postes et télécommunications de Garoua, l'engouement est perceptible à la grande satisfaction du directeur général des élections, Éric Essoussé. Nous voulons toujours que chacun des Camerounais puisse faire son devoir civique pour qu'il soit sur la liste électorale, pour qu'au moment où il y a les élections, qu'il a aussi voté librement. Au-delà de ces équipes mobilisées et galvanisées à fond pour le succès de l'opération, il est comme entend mettre à contribution l'ensemble des parties prenantes, notamment les formations politiques et les organisations de la société civile, pour ratisser large. Nous sommes déjà dans les 7 millions, nous voulons aller plus loin. Nous insistons pour les jeunes qui ont 20 ans, qui viennent s'inscrire. Autre temps fort de cette visite de travail dans le Nord, le lancement des travaux de construction du bâtiment devant abriter la délégation régionale du Nord et l'agence départementale Elecam pour la Benoué. L'édifice futuriste qui sort de terre offre au personnel un cadre de travail confortable pour assurer avec efficacité et efficience les missions assignées à cet organisme indépendant chargé de l'organisation et la gestion de l'ensemble du processus électoral. Saisissant l'occasion de ce lancement officiel des opérations de révision des listes électorales, le président du MPDR, le Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation, a invité également les Camerounais en âge de voter à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour cette année 2021. Je vous propose d'écouter le professeur Chanda Tonme dans un entretien avec notre reporter Augustin Guizana. Nous sommes jeunes. Il faut que nous nous installions, que nous fassions bien comprendre qui nous sommes. J'entends encore certaines insanités dans les réseaux sociaux, mais les gens finiront par comprendre. Nous voulons être là où se décide le sort, le destin du peuple camerounais. Nous voulons y être de manière positive. Nous voulons y être en soutenant toutes les forces patriotiques, toutes les forces progressistes. Actualité en perspective, demain mercredi, Marielle Emmanuel Djigden, le nouveau préfet du département du Mfundi, sera installé à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé par le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa. Une cérémonie prévue donc demain mercredi à 11h au cœur de la capitale. Hier, lundi, était jour de rentrée pour le compte du deuxième trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Une reprise effective dans les établissements scolaires de la région du Nord-Ouest. Pour la confirmation, nous retrouvons notre correspondant sur place à Bamenda, Valentin Kouadeu, s'est entretenu avec un responsable d'établissement sur place dans la capitale régionale du Nord-Ouest. Premier arrêt, Saint Félix Catholic School. Ici, l'heure est au rassemblement. Les élèves sont présents et en grand nombre. Mais le seul hic ici est que l'on semble avoir oublié la présence du coronavirus. Autre lieu, l'école publique francophone, camp militaire. Les effectifs sont presque à 100%. Nous attendions 382 élèves. Ce matin, ils sont à 375 présents. Pour les enseignants, nous attendions 16 enseignants. Nous sommes 15 présents. Comme à l'école publique francophone camp militaire, les mesures anti-Covid-19 sont strictement observées au lycée bilingue Bayélé. Prise de température à l'entrée, port du masque, les emplois de temps ont été réaménagés. On a prolongé le temps que les élèves des classes d'examen vont passer au lycée. Ils seront ici 7h30 jusqu'à 17h10 pour achever les programmes. Le deuxième tournant de l'année scolaire 2020-2021 ainsi amorcé, seuls les plus attentifs pourront mieux aborder leurs examens certificatifs.
Rentrée également effective dans la région voisine du sud-ouest, selon nos correspondants sur place également là-bas. Il y avait audience cet après-midi ici à Yaoundé au ministère du Travail et de la Sécurité sociale où le ministre Grégoire Ohona recevait le coordonnateur résident du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Mathias Zananab est à Yaoundé depuis 4 mois maintenant et il a livré la vision qu'il a du travail décent au Cameroun à son hôte du jour. Le reportage de Pierre Binambarga. La rencontre entre le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ohona, et le coordonnateur résident des Nations Unies au Cameroun, Mathias Zananab, fait partie des usages diplomatiques. C'est une visite d'introduction et de travail qui permet d'échanger sur les questions d'intérêt commun. Je suis venu pour une visite de courtoisie. Ça fait presque 4 mois que je suis là. J'ai aussi profité de cette occasion de remercier Monsieur le ministre et ses collaborateurs pour le partenariat que nous avons. J'espère qu'avec tout ce que nous faisons avec le gouvernement et surtout avec aussi ces ministères, au niveau du Code du travail et aussi au niveau des autres politiques stratégiques, on va pouvoir renforcer ce partenariat. Depuis son adhésion en 1960 à l'ONU, le Cameroun et l'OIT travaillent en étroite collaboration dans la promotion du travail décent. Collaboration davantage renforcée à travers la mise en œuvre du programme pays pour le travail décent. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Des rappels vitaux pour la population camerounaise mobilisée en lutte contre le coronavirus. Mais les premières données compilées après les festivités de fin d'année 2020 indiquent déjà, on l'a dit d'ailleurs hier lundi, une reprise des contaminations. Pour les explications, nous vous amenons au centre des opérations des urgences de santé publique ici au quartier Messa à Yaoundé où notre correspondant là-bas sur place, Évariste Yenga, est déjà posté. Bonsoir, il s'entretient avec son invité. Bonsoir Évariste. Bonsoir, c'est la suite de l'analyse des données de la riposte contre le coronavirus au sortir des fêtes de fin d'année avec le brassage que cela a suscité. Il y a du mouvement au niveau des chiffres comme on a commencé à l'observer en début de semaine. Je reçois ce soir Christian Mwangué. Il est justement le responsable des données ici au centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir. Bonsoir Évariste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les données à votre niveau, qu'est-ce que l'on observe quand on sort des fêtes? Eh bien, quand on sort des fêtes, nous sommes en train d'observer qu'il y a une légère augmentation des cas et également des décès qui sont en cours d'investigation au niveau du septentrion de manière générale. Alors, pour ce qui est des décès, qu'est-ce que l'on note particulièrement? Bien, il faut noter que il y a eu un petit remue au niveau d'un décès dans la Damawa et les autorités ont dû intervenir et des investigations approfondies sont en train d'être menées pour essayer de circonscrire le cas avec les contacts pour éviter de propager également le Covid dans cette région-là. Et au niveau des contaminations, est-ce qu'il y a du mouvement déjà observé? Il y a des mouvements observés parce que quand on regarde les données d'il y a 2 jours par exemple, au nord on avait environ 83 nouveaux cas et c'est quand même assez significatif quand nous connaissons que de manière générale dans le septentrion on n'a pas souvent eu ce nombre de cas positifs. Merci Christian Mwangué, on y reviendra vendredi prochain, on reviendra sur l'évolution de ces données. Ce sont les premières perceptions, les premières observations faites par les experts jusqu'à ce soir. À vous le plateau.
Merci Évariste, et ce sont des rappels importants. Il faut maintenir les mesures de protection. De nouvelles compétences désormais à l'œuvre à la CRTV. 41 personnels récemment nommés à divers postes au sein de l'office ont été installés ce mardi par le directeur général Charles Ndongo, qui a saisi l'occasion de cette cérémonie pour présenter la vision de l'office pour la triennale 2021-2023, appelant les nouveaux promus à contribuer à faire de l'office le meilleur média audiovisuel en Afrique centrale pour cette saison. Outre les mesures immédiates, les missions qui les interpellent, notamment le CHAN et la CAN. Daniel Menanga. Une confiance supplémentaire accordée à 41 personnels de la CRTV et de la CMCA sur la présomption de la compétence. Critère de mérite à faire valoir sur les chantiers de la triennale 2021-2023. C'est un très grand challenge. Le CHAN, c'est dans quelques jours. Il faut se mettre au travail. Nous allons faire tout pour ne pas le décevoir. J'ai vu le bon Dieu de me donner la force nécessaire de faire le bon travail. Le triptyque résilience, réactivité, capacité de rebond fait ses preuves au sein de l'office. À l'heure de l'évaluation, la CRTV a pleinement rempli sa mission pour ce qui est de la couverture du double scrutin municipal et législatif 2020. Qu'elle en a fait de même pour le scrutin régional inédit qui vient de s'achever. Nous avons réussi à nous ajuster sans faute au report du championnat d'Afrique des Nations de football 2020 et de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2021. Et les bons résultats produits par la régie de publicité de la CRTV, CMCA, projettent vers la réalisation du plan stratégique. Sur la boussole, l'innovation technologique, l'optimisation des ressources humaines, l'investissement dans le digital, entre autres. Top départ officiel ce mardi, jour 1 de l'année de travail à la CRTV, dans la sobriété, le respect des mesures barrières au Covid. Parlons à présent de ce service interreligieux de dimanche à Fumban pour le repos éternel des âmes des 39 disparus de l'accident de la circulation survenu dans la nuit du 26 au 27 décembre. C'était à Ndikinimeki. La commémoration organisée par le sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Mbombo Njoya. C'est dans ce reportage de Jean de Dieu Kouagne. Ces prières à la place des fêtes d'apparat du palais royal Bamoun pour dire plus jamais ça département du Noun, voit le Cameroun tout entier fait suite à l'accident de la circulation survenu dans la nuit du 26 au 27 décembre dernier à Dikinimeki, qui a causé la mort de plus de 39 personnes, dont 32 originaires de l'arrondissement de Koutaba, plongeant ainsi tout le département du Noun dans la tristesse. Mais les oiseaux du ciel ne manquent pas à la peine. Le sultan roi de Bamoun a même dit que pour la première fois qu'il est sur le trône des Chariens, cela arrive dans le département de Noun. Et il ne pouvait jamais être fier tant qu'il n'avait pas organisé cette grande prière. Les hommes de Dieu, pasteurs, prêtres et imams ont, à travers des messages tirés du livre de Dieu, invité les uns et les autres à faire confiance au Très-Haut, lui qui est le maître du ciel et de la terre. Ce service interreligieux s'est déroulé en présence du ministre délégué auprès du ministre des Transports, Joa Zakariaou, et de plusieurs personnalités. Le Cameroun qui s'apprête à célébrer le talent sportif africain. Nous sommes à J-11 de ce CHAN et les équipes prennent progressivement leur quartier dans divers hôtels à travers d'abord la capitale Yaoundé. Le Burkina Faso, l'adversaire du Cameroun pour le match d'ouverture, est déjà à Yaoundé pour l'acclimatation. Évariste Yenga a capté l'ambiance dans quelques hôtels de la capitale. Regardez. Dans sa résidence transitoire, l'équipe de l'Ouganda ouvre sa journée de mardi par un repas matinal. Les sourires sont au point. 23 joueurs dans leur coin et les encadreurs à l'opposé.
Le séjour en terre camerounaise est agréable. C'est ma première fois de venir au Cameroun. L'accueil est très chaleureux à l'hôtel. Il y a seulement les restrictions liées au Covid qui nous empêchent d'une balade. Le poulet est bien, la façon de cuisiner est bien aussi. Le jour s'est levé dans un complexe sportif près de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. C'est le repère de la sélection A' du Burkina Faso, adversaire du Cameroun dans la poule A. Ici, on s'est levé tôt pour une séance d'entraînement. 21 joueurs de champ, 4 gardiens de but et le staff technique sont à pied d'œuvre, fiers d'avoir allié le Cameroun. Nous sommes très ravis, très contents de venir dans le pays du football, dans le pays des grands footballeurs, dans le pays des grands gardiens de but africains. Le Burkina Faso ne participe pas au tournoi de pré-compétition du CHAN, mais les étalons A' ont au programme plusieurs matchs amicaux. La sélection quittera cet hôtel d'acclimatation 72 heures avant le début du CHAN pour intégrer son hôtel de la compétition. L'ambiance entre également en surchauffe à Douala, la capitale économique, qui va accueillir 2 des 4 groupes attendus à ce CHAN. La capitale économique qui a d'ailleurs fait sa toilette des grands jours. Le maire de la ville est au four et au moulin pour offrir un visage avenant de sa ville. Monique Félicité Chouen nous fait découvrir ce nouveau visage de Douala. Roger Mbassa Ndiné veille au grain, tout passe au peigne fin. Douala doit afficher sa meilleure mine et tout son potentiel pour le championnat d'Afrique des Nations. La ville se prépare depuis un certain temps à accueillir le CHAN. Nous avons déjà commencé à travailler avec les commerçants et autres pour que les façades des maisons soient repeintes. Nous avons mis une veille permanente sur le réseau routier, la même chose sur l'éclairage public. Bien entendu, nous avons mobilisé notre partenaire, Isacam, pour ce qui concerne les ordures. L'aspect culinaire n'est pas en reste, une marque déposée de la région du littoral. En matière de gastronomie, vous êtes plutôt gâtés à Douala. Vous avez du bon poisson, vous avez évidemment le ndolé, les mets de pistache, vous avez le coquille, vous avez un bongo chobi, il y en a plein. À Douala, il y a de tout. Le CHAN arrive finalement au Cameroun et à Douala après une longue attente des populations. Quant aux populations, je dirais, la fête est là. Il faut montrer à nos visiteurs que Douala c'est vivre et Douala c'est être ouverte et accueillante. L'hospitalité légendaire des Camerounais est prête à s'activer pour ce grand rendez-vous sportif. Le Cameroun qui entre donc en fête pour le football africain dans 11 jours seulement. Et c'est la fin du 20h30, préparé avec la collaboration de Marly Zeno-Ambarga Aoumou et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit, il sera présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Immédiatement sur cette antenne, nous irons sur les berges du Vouri avec vous sur la CRTV. Retrouvez Olivier King et Molly dans le débat économique. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Depuis le nord du Cameroun, le soja qu'il a composé, travaillé, cultivé et conservé dans le respect